On voulait se retrouver aujourd'hui, euh, déjà, puisque c'est encore le temps de formuler nos vœux à la population. Et on voulait aussi particulièrement parler du sujet qui a préoccupé beaucoup de monde, c'est-à-dire les inondations. Il nous semble, nous écologistes, qu'il y a beaucoup de solutions à mettre en œuvre pour que notre territoire puisse vraiment s'adapter à ces grosses crises qui viennent de survenir et qui vont survenir dans la suite. Notre territoire est extrêmement vulnérable sous le niveau de la mer. La mer est à proximité. On est dans une zone qui est essentiellement faite de marais. C'est un territoire qui est extrêmement habité. Il y a 500 000 habitants. Donc la question, c'est comment ce territoire, on trouve des solutions pour que là, euh, tel qu'il est, comment on arrive à l'adapter au changement climatique. Il y a une grosse responsabilité des collectivités par rapport à l'artificialisation des terres. On a une loi en France qui s'appelle le ZAN, Zéro Artificialisation Nette. Et cette loi, elle prévoit de réduire à zéro l'artificialisation à 2050. À 2050, il y a différentes étapes et la première étape était entre 2012 et 2023, quelle est l'artificialisation qui a été mise en place sur tel territoire, et sur la décennie suivante, on réduit par deux. C'est-à-dire 2022, 2032, on réduit de moitié. Encore on réduit de moitié sur la tranche suivante et encore de moitié sur la dernière tranche pour arriver à plus d'artificialisation. Le problème, c'est que notre territoire, entre 2013 et 2023, a été extrêmement artificialisé. Donc réduire de 50%, c'est largement insuffisant. C'est-à-dire qu'on va encore pouvoir artificialiser énormément sur les 10 années à venir. Cette loi, elle existe. Déjà, elle doit être respectée. Et d'autre part, elle n'est pas suffisamment contraignante vu les éléments que je viens de donner. Donc ça, c'est la première grande question, c'est ça, c'est l'artificialisation des terres. La deuxième, c'est la question de l'agriculture, de comment est-ce qu'on préserve nos sols. Il y a des agricultures qui sont plus ou moins invasives pour le sol, qui préservent plus ou moins les sols. Et le type d'agriculture qui préserve les sols est bien entendu à valoriser. Et plein de solutions existent. Bien sûr, planter massivement des arbres, des végétaux, préserver un couvert végétal. Là, avec les inondations, le territoire a perdu énormément de nutriments. Tout est parti dans la mer, enfin, d'abord dans les canaux, puis dans la mer. Et la biodiversité qui était dans les sols a été extrêmement appauvrie. La question suivante, c'est comment est-ce que les politiques anticipent maintenant. Euh, donc, d'un côté, les inondations, ça nécessite énormément de moyens à mettre en œuvre, énormément de moyens financiers qui ne doivent pas venir uniquement des collectivités. Hein. C'est vraiment un plan national qui doit être mis en place. Ça avait été chiffré. D'ailleurs, je ne sais plus si on a les chiffres de l'association citoyens et citoyennes du Calaisis pour le climat qui avait chiffré un plan Delta euh, et voilà, qui dit en comparaison avec ce que les Pays-Bas mettent comme moyens financiers en œuvre, ils en étaient arrivés alors à un montant, on aura l'occasion peut-être de vous le redonner, mais un montant qui était énorme à mobiliser. Évidemment, on a une pensée pour toutes les personnes sinistrées euh, qui bien souvent n'étaient pas conscientes euh, d'habiter dans un territoire aussi vulnérable aux inondations. Et donc ça provoque de la surprise, du désespoir, euh, quand les habitants sont les pieds dans l'eau plusieurs reprises dans l'espace de quelques semaines. Il y a des impacts moraux qui sont très importants pour ces gens-là et qui se disent mais ma maison
dans laquelle je dois me sentir en sécurité, elle n'est pas en sécurité. Après, il faut parler des causes. On a une anomalie thermique de l'océan Atlantique de 2 degrés, ce qui est énorme pour un océan. C'est-à-dire que l'eau est 2 degrés plus chaude que ce qu'elle était auparavant. Ça crée bien évidemment plus d'évaporation. Euh, L'air étant plus chaud aussi, il peut absorber plus d'eau. Et au moment où ça pleut, ben, ça pleut plus fort. On était au courant, scientifiquement on le savait, mais on ne voulait pas le voir, parce que ça nous aurait obligés de changer nos habitudes, ou bien de prendre en compte quelque chose qui est important, qui constitue un changement fondamental de notre manière de vivre, d'habiter le territoire, de développer une économie, une activité, parce qu'il y a bien évidemment des intérêts économiques en jeu, euh, qu'il y a des décideurs politiques qui n'ont pas la conscience nécessaire des enjeux. Le président de l'agglomération, il y a quelques mois, pensait encore que les activités humaines n'étaient pas responsables du changement climatique et qu'on était dans un cycle. On est avec un temps de retard en fait. On a un temps de retard en permanence sur ces questions-là. Et c'est désespérant parce que tous les éléments scientifiques sont là pour prouver les faits. Et bon, on fait confiance aux scientifiques pour nous fabriquer des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Ça, on sait faire. Mais par contre, on n'écoute pas les scientifiques quand ils mettent en garde sur les dangers du changement climatique. Ensuite, il y a aussi euh, la manière dont on occupe les sols, avec d'un côté une artificialisation rampante où on développe les zones industrielles, on développe les lotissements à tout va autant que possible, parce qu'on reste encore dans un ancien logiciel. L'ancien logiciel, c'est croissance économique, on ne fait pas attention à notre environnement naturel, et on verra plus tard. Ça, c'est l'ancien logiciel dans lequel eh ben, tout porte à croire que la majorité actuelle est restée. Alors, c'est pas seulement au niveau local, hein, c'est au niveau national. Et je rappelle que la France a été condamnée pour inaction climatique, pour donner un autre exemple, on est encore en retard sur nos objectifs de développement des énergies renouvelables. À un moment donné, localement, c'est nous qui sommes impactés. Et donc ça devrait amener à un changement enfin une mise à jour du logiciel et du système. Ce qui a créé les inondations, c'est principalement le ruissellement des eaux. Les sols ne stockent plus l'eau, on a plus de prairies humides, moins de prairies humides, des coteaux qui sont cultivés. On a retiré toutes les haies, tous les arbres, on a comblé les wateringues, les fossés qui, qui retenaient l'eau en fait, et qui permettaient un stockage, une infiltration de l'eau dans le sol. L'utilisation de pesticides également a un impact sur la microbiologie du sol, et on a du coup un sol qui est moins drainant et qui absorbe moins l'eau, qui la laisse moins passer. La mécanisation de l'agriculture aussi fait partie du problème. On a des engins plus lourds qui tassent le sol. La question aussi est la question de l'évacuation de l'eau. Donc là, il y a la question de l'écoulement des eaux, mais là, attention aux solutions simplistes. Les solutions simplistes, c'est-à-dire il suffit de curer les canaux et de mettre des pompes et on aura un souci, sauf que il y a des implications à tout ça. Si vous, sur des coteaux par exemple, vous curez des canaux, eh ben, vous accélérez l'écoulement de l'eau euh, en aval. Et donc peut-être que ça préserve un peu l'amont, mais l'aval, c'est l'aval qui va avoir des problèmes. Et c'est ce que j'évoquais d'ailleurs au conseil communautaire quand je parlais du manque de coordination qu'il y avait entre les différents acteurs. On a vu lors de cette crise des inondations à quel point les acteurs ne se parlaient pas. On a d'un côté les VNF qui s'occupent des canaux et de la navigabilité des canaux. On a l'IW, l'institution intercommunale des wateringues. On a les sections de wateringues
on a les maires et on a les citoyens. Et on a l'impression que, comme on avait mis sous le tapis cette question de la gestion de l'eau, ça a été délégué, et puis on avait un peu l'impression que surtout, bon, il ne faut pas que ça nous empêche de développer notre modèle économique, et comme on a toujours fait avant. Donc il y en a besoin d'une démocratie de l'eau, que les communes ne prennent pas des décisions uniquement sur leur territoire, uniquement pour préserver leur territoire, quitte à avoir un impact négatif sur les territoires adjacents. Il y a besoin d'avoir justement euh, un, un espace où à la fois l'information scientifique circule, qu'on ait une compréhension de ce qui se passe et qu'on ne propose pas des solutions qui ne soient pas adaptées et qui ne vont pas résoudre le problème ou créer de nouveaux problèmes, et une gestion plus démocratique de comment on se concerte pour ensemble apporter euh, une réponse intelligente. On savait à l'avance qu'il y aurait ce genre d'événements qui se produisent. Alors bon, encore une fois, la majorité dit oh, on a été surpris, c'était exceptionnel. Sauf que non. Ils nous refont le jeu de Macron qui dit qui aurait pu prévoir la crise climatique. C'est pas possible d'entendre ce discours-là, alors on sait très bien euh, les risques auxquels on est soumis. On doit être en mesure de faire des simulations d'incidents climatiques ou d'extrêmes climatiques et de voir comment le territoire répond. On sait faire des simulations d'accidents nucléaires, des exercices. On aurait dû, à l'avance, faire des exercices de simulation, d'inondation, et de savoir comment le système répond en temps réel, et pas avoir la cacophonie qu'on a eue lors des récentes inondations. Ensuite, la question, c'est quelles sont les politiques et mesures qu'on peut mettre en place pour corriger le tir. On a eu donc des maisons qui ont été construites sur des zones qui étaient à risque. Et le risque augmentant, ces maisons ont été plus exposées au risque. Ça interroge forcément sur une vision à long terme de l'avenir de ces maisons. Est-ce que c'est raisonnable de considérer que ces maisons continuent à être habitées? Il faut accompagner, là encore, mener une réflexion approfondie et accompagner les habitants vers des solutions de report. Et des solutions qui prennent en compte le fait qu'ils n'avaient peut-être pas le niveau d'information nécessaire au moment où ils ont acquis leur bien, d'une part, et d'autre part, même si ce bien était là depuis longtemps dans leur patrimoine, les mesures qui ont été prises par les collectivités ou par l'État pour réduire le risque étaient insuffisantes. Donc là, ce n'est pas aux citoyens de payer le prix de l'inaction des collectivités et de l'État. Il faut que les élus soient formés. J'ai demandé au dernier conseil municipal combien d'élus étaient formés à l'adaptation au changement climatique. Pas de réponse. Combien d'agents de la collectivité étaient formés à l'adaptation au changement climatique? Pas de réponse. À un moment donné, il faut quand même qu'on s'interroge sur les vrais enjeux. Et ça, on peut pas rester avec, encore une fois, l'ancien logiciel en tête et faire comme si, on a une crise, on va trouver une solution, et au final n'avoir que de la com. Et puis enfin, donc un des moyens d'action, c'est le projet alimentaire territorial. L'agglomération se targue d'avoir développé un projet alimentaire territorial, fort bien, hein. Mais quand on regarde les détails, c'est passez-moi l'expression, mais passer du glyphosate au bout du monde au glyphosate local. C'est-à-dire qu'on achète local, on préserve l'activité économique de nos producteurs locaux, ce qui est très bien. Mais ça ne peut pas suffire.
On a besoin d'accompagner les agriculteurs, les maraîchers locaux vers une autre manière de produire, une autre manière d'utiliser les sols avec, euh, qui permettent justement d'avoir une meilleure microbiologie du sol, un meilleur stockage de l'eau sur le sol, un meilleur drainage des sols, et de réimplanter des haies, de favoriser l'agroforesterie. Toutes ces solutions existent, elles existent depuis des décennies, mais simplement elles ne sont pas mises en œuvre. Quand on évoque ces sujets-là, soit on se retrouve avec des attaques personnelles bon, qui n'apportent rien au fond du sujet, soit on se retrouve avec l'argument bateau qui est de dire oui, mais vous n'êtes pas un expert, les agents de la collectivité sont des experts. Mais sauf que s'ils ne sont pas formés à l'évolution du climat, aux besoins, aux nouveaux besoins, ben on n'arrive pas à des solutions. Est-ce que ça peut être pertinent? Je ne sais pas. De curer de faire du dragage, des curages de canaux. Mais là où c'est pertinent, parce que ça coûte de l'argent, est-ce que ça va être efficace ou est-ce que c'est simplement de la poudre aux yeux? Euh, Ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'il faut écouter des ingénieurs hydrologues pour répondre à ces questions-là. Euh, et puis, bah, s'il faut mettre des pompes à certains endroits, comme à l'écluse carrée, pourquoi pas, mais il faut que ce soit. Ça ne peut pas être la seule solution. Et ça ne suffira pas si on ne met pas en place des solutions qui sont diffusées sur tout le territoire, qui sont justement la question de l'occupation des sols. Je parlerai peut-être un peu des lotissements qui se sont installés sur le secteur de Guînes et du marais de Guînes. Je pense que beaucoup de gens qui ont fait bâtir sur ces terrains n'avaient pas conscience, n'ont pas été informés du risque d'inondation. Et j'ai même vu quelqu'un qui était prêt, qui ont rebouché des watergans pour remplacer par des tuyaux. Mais des tuyaux pour laisser passer l'eau, ça ne remplace pas un watergan à ciel ouvert. Je ne suis pas trop spécialiste ni expert dans le drainage ni dans l'hydrologie des marais, mais il fallait laisser des watergans. Mais c'est pas de la faute des gens. Ils ont dit bah tiens, ça ramène des moustiques, ça ramène peut-être des rongeurs, des rats, tout ça. On va boucher le watergan derrière chez nous. Puis on a mis un gros tuyau à la place. Et puis voilà. Ce qui fait que ben, quand il y a un surplus d'écoulement d'eau, c'est pas du tout absorbé, ça ne passe pas. Donc, inondation, montée des eaux sur les terrains. Il y a déjà ça. Je pense qu'il aurait fallu faire de la pédagogie de la part des communes qui ont créé des lotissements à ce niveau-là. Il y a une dynamique qui aurait permis de rendre les gens conscients des enjeux du territoire, c'est le plan climat. Le plan climat, qui normalement devrait être réalisé euh, en lien avec la population, puisque c'est ce qui doit euh, définir, enfin, qui est au cœur du développement du territoire. On ne peut pas développer un territoire si on n'est pas conscient des risques auxquels il va être soumis. Et la population, s'il avait été euh, mieux consciente, mieux sensibilisée à ces risques-là, ben peut-être qu'elle n'aurait pas bouché les watergans pour avoir plus de surface, parce qu'elle aurait compris que c'est risqué, et peut-être aussi que les mairies auraient aussi n'auraient pas laissé faire. Moi, je voudrais saluer le travail qui est mené par de nombreux agriculteurs et paysans de la région qui peu à peu prennent conscience du danger qui guette leur sol, qui est leur premier outil de travail. Et donc de très nombreux paysans, exploitants de la région remettent des haies, s'intéressent aux variétés, aux essences végétales qu'il convient de planter pour redéployer la biodiversité dans la région. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui vont dans le bon sens. Je voudrais surtout pas que
notre mouvance politique apparaissent, parce que c'est un reproche qu'on nous fait souvent, comme des gens qui seraient négatifs, etc. C'est vraiment pas du tout vrai. Et il y a vraiment plein de belles choses qui se passent et qui vont dans le bon sens. Nous, on est vraiment le parti de la biodiversité, du sourire de la nature. Euh, Quand les oiseaux sont de retour, euh, non seulement c'est beau, mais ça veut dire aussi que la terre vit et qu'on peut de nouveau cultiver des choses pour nourrir, c'est ce que disait Jean-Pierre, pour nourrir les populations. Et je crois que c'est vraiment, vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'exploitants qui, accompagnés par Eden 62, par des associations ou simplement seuls, prennent conscience que leurs terres, si elles ne sont pas mortes, en tout cas elles sont en danger. Et ils prennent rapidement des mesures aujourd'hui pour diminuer les labours, pour diminuer les quantités de produits qui sont injectés dans les sols. Et il y a un vrai travail qui est mené et je crois qu'il faut vraiment le saluer. Bon, il y a un certain nombre d'acteurs du secteur agricole qui ont intérêt à ce que rien ne change pour continuer à vendre leurs produits et qui, d'une certaine manière, instrumentalisent une guéguerre entre agriculteurs et écologistes pour dire les écologistes sont les ennemis des agriculteurs, c'est l'écologie punitive. On connaît ces tactiques, malheureusement. Mais nous, on est justement, donc Benoît le disait très bien, on est pour accompagner les agriculteurs. On n'est pas contre les agriculteurs. On est pour une alimentation, enfin une agriculture qui produise une alimentation saine pour les consommateurs, pour les agriculteurs eux-mêmes qui sont les premières victimes de cancers liés à l'utilisation des produits qui sont bien souvent un peu contraints d'utiliser. Et puis évidemment plus largement pour l'environnement. Bon, les événements des inondations dramatiques, j'espère que ce sera clos pour cette année, nous mènent à penser qu'il faut réapprendre à vivre avec la nature, parce qu'on avait un peu oublié ça. Et aussi, on ne doit pas oublier les autres dangers que notre territoire, qui pèsent sur notre territoire. La montée du niveau de la mer, qui est chiffrée par le GIEC. Juste une parenthèse, mais le GIEC jusqu'à maintenant fait des prévisions avec une fourchette haute, une fourchette basse. Et bien souvent, on est au-delà de la fourchette haute. C'est-à-dire que les prévisions, enfin, on se trouve au-delà des prévisions. Donc la hausse du niveau de la mer. Ensuite, la question de la submersion marine, en lien avec la hausse du niveau de la mer, et la question connexe de pénétration des nappes phréatiques par l'eau de mer. Ça, c'est directement nos agriculteurs, nous-mêmes qui pâtirons de ça. C'est déjà ce qui se produit en Camargue. Tout à l'heure, je parlais de la Camargue. C'est déjà ce qui se produit là-bas. La culture du riz est vraiment menacée. Voilà, probablement que la culture, la pomme de terre, de la betterave et toutes les cultures ici sur notre territoire connaîtront les mêmes problématiques. La meilleure manière de stocker de l'eau, c'est pas les méga-bassines, ça s'appelle une nappe phréatique. Donc plus on facilitera l'absorption de l'eau qui arrive en hiver dans la nappe phréatique, mieux on pourra l'utiliser pour les cultures en été. Donc c'est aussi pour ça que tout faire partir à la mer au moment où il y a les fortes pluies, c'est pas, à mon sens, la meilleure solution. Il s'agit vraiment de sortir d'une vision idéologique dans laquelle on voudrait nous confiner. La vision, elle n'est pas idéologique, elle est pragmatique. Tu parlais des solutions un peu simplistes du curage et des pompes. Bon, après, tu l'as rappelé, on est dans le polder, donc on est dépendant de la technique. Est-ce que on n'a pas besoin de remettre des pompes? Pourquoi pas de revoir le système pour améliorer sa capacité? Quand on va dans les réunions publiques, parce que les gens disent bah, c'est bien de donner les causes, tu l'as fait, mais nous ce qu'on veut c'est plus avoir les pieds dans l'eau l'hiver prochain.
Et donc, qu'est-ce que les écologistes disent sur cet aspect purement technique de Polder? Ben, je pense que c'est une erreur de croire qu'il suffit de curer les canaux, les watergans, et mettre des pompes. C'est une erreur. C'est simpliste, c'est du bon, ça semble être du bon sens, évidemment, parce qu'on a beaucoup d'eau qui arrive d'un coup, et il faut l'évacuer. Et à terme, bien évidemment, que ça fait partie de la solution, mais ça ne peut pas être la solution. Donc, comme je disais, peut-être à l'écluse carrée, il faut mettre à demeure une pompe et pas être dépendant de la solidarité européenne. Là, on avait des pompes tchèques qui sont arrivées avec des équipes tchèques pour faire fonctionner leurs pompes. Moi, je les ai rencontrés et donc j'ai échangé avec eux. Et à ce titre-là, d'ailleurs, bon, c'est un des points positifs de l'Union européenne. Hein. On va arriver à un moment où on va reparler un peu des thématiques européennes. Mais l'Europe aussi, c'est la solidarité européenne qui permet de mettre en commun un certain nombre de ressources. C'est pas aux politiques de décider la taille des pompes. Moi, en tant que politique, j'ai plutôt envie de dire que nous dit la science, que nous disent les experts qui ont une connaissance approfondie. Et encore une fois, je pense peut-être qu'il faut mettre des pompes. Ces pompes vont être d'autant plus nécessaires qu'avec l'augmentation du niveau de la mer, l'évacuation naturelle gravitaire qu'il y a à marée basse va être de plus en plus difficile à faire. Mais à un moment donné aussi, je suis désolé, mais il va peut-être falloir se poser la question de l'occupation du territoire. Est-ce qu'on doit garder des maisons dans des zones qui sont à risque? Et la question, c'est pas justement de tout reporter sur les gens qui habitent ces maisons. On dit, il va falloir que vous partez, débrouillez-vous. C'est surtout voilà, une vision un peu plus concertée qui sécurise ces gens-là. Moi, j'entends pas dans le débat public aujourd'hui parler en tout cas, j'en entends pas beaucoup parler. C'est des sujets qu'il faut mettre sur la table. Ça doit pas être un tabou. Ça doit pas être un tabou, et pour pas que les gens se retrouvent dans 5 ans ou 10 ans avec le couteau sous la gorge, parce qu'ils auront eu des responsables politiques qui n'auront pas peu à peu amené l'idée que ça sera possible. Moi, je rejoins totalement Jean-Pierre sur la sensation qu'on est aujourd'hui face à une classe politique qui s'ingénie à bercer complètement d'illusions la population en leur faisant croire que les techno-solutions vont nous sauver, qu'on va pouvoir continuer exactement comme avant, avec d'immenses zones commerciales dans lesquelles on sera en voiture pour ramener des montagnes de bêtises dans le coffre de sa voiture jusque dans son lotissement. Aujourd'hui, on a des politiques qui persistent à essayer de caresser la population dans le sens du poil en leur disant mais on va pouvoir continuer comme avant, vous inquiétez pas. Non, c'est pas vrai, et Jean-Pierre a raison de tirer la sonnette d'alarme en disant non, il va falloir se poser un certain nombre de questions qui font mal, notamment celle de l'occupation du territoire, mais aussi les façons dont on se nourrit, la façon dont on se déplace, la façon dont on se distrait. Tout ça va falloir réfléchir très sérieusement à ça en se posant un certain nombre de questions qui se font mal. Qui font mal, c'est sûr. Sur la question de l'occupation du territoire, vous parlez beaucoup sur la question de l'expropriation, en tout cas de permettre, je développe après, en fait, de dire aux gens qu'ils ne peuvent plus habiter là. Mais en fait, tout à l'heure, on parlait de la question agricole, et en fait, il y a un grand souci qui est quand même la politique de remembrement, enfin, le fait d'avoir fait des grandes parcelles de gens. Oui. Là, en fait, moi, ce qui me pose souci de façon générale, c'est qu'on attend de gens qui ont des parcelles immenses de reproduire une forme de bocage qui est complètement impossible en fait avec le modèle même agricole, quoi. En fait, parce que justement, quand on parle de repenser la question territoriale, est-ce que la question de la propriété, elle n'est pas aussi à mettre du côté de l'agriculture, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une politique de démembrement à repenser? Alors, bon, pas forcément.
pas- Toi, t'as les deux pieds dans la terre, toi, donc tu peux en parler un peu. J'ai un orteil, j'ai un orteil dans la terre, mais j'ai quelques infos sur le sujet. Donc, démembrement, remembrement, ce que je vois moi dans la toute petite fenêtre dont je dispose sur ces questions-là, c'est que les exploitations aujourd'hui, elles sont très sérieusement accompagnées vers la réinstallation de haies. On parle, pour être très simple, hein, une exploitation aujourd'hui qui compte une grosse centaine d'hectares est accompagnée par Eden 62 aussi pour aujourd'hui pour aller construire, planter 6 km de haies sur l'ensemble de l'exploitation, en découpant des pâtures en deux, en découpant des parcelles qui sont aujourd'hui exploitées pour de la grande culture, elles seront coupées en deux. Ce qui en fait ne change pas grand-chose en réalité sur la manière dont elles seront exploitées, parce que quand tu as 6 hectares que tu fais en pois fourragers, si tu fais 2 fois 3, ça change pas grand-chose en fait. Par contre, 6 km de haies, sur une seule exploitation, c'est considérable. Il y a en fait, on est toujours un peu ébahi parfois de la simplicité de certaines solutions qui peuvent sembler miraculeuses et qui le sont. Il n'y a pas de haies, bah on met des haies. Et en fait, c'est pas de la pensée magique, ça fonctionne vraiment. Au bout de 2 ans, les oiseaux reviennent. Donc je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, de toute manière, on ne pourra pas prendre les agriculteurs de front en leur disant bah aujourd'hui tu vois ton exploitation, on va la couper en 4. Non, c'est pas possible. Par contre, leur dire tiens, on va t'accompagner et t'aider à à planter d'autres choses, découvrir des nouvelles variétés, cesser les labours, remettre des haies. Et ça, ils sont quand le GEDA, c'est un groupement départemental qui accompagne les agriculteurs, fait des formations sur des céréales africaines qui résistent aux sécheresses. Il y a 50 exploitants qui viennent voir. Et ils regardent, ils prennent des notes, et ils prennent des photos, et ils se disent, ah ouais, tiens, ah ouais, du sorgho, ouais, c'est cool. Donc là, la prochaine campagne de semis au printemps prochain, tu as une bonne part d'exploitation de la vallée de la Haine qui va planter du sorgho. C'est magique. C'est incroyable quand on y pense. Ouais. Et puis, bon, il y a des solutions, encore une fois. Bon, quand on regarde ce que d'autres syndicats agricoles que la FNSEA propose comme modèle, hein, la Confédération paysanne, c'est-à-dire il y a bah, l'agroforesterie fait partie de la solution. Et quand vous remettez des arbres, des rangées d'arbres entre dans les champs, ben, vous pouvez toujours passer votre machine pour la moisse-batte ou autre, on peut la faire passer. On a simplement des champs qui sont moins exposés au vent, qui sont moins exposés au rayonnement solaire intense. Quand on a des mégacultures, enfin des monocultures immenses, ben, ça c'est. Et quand on a des monocultures immenses aussi, sans haies et sans arbres, ben, vous n'avez pas d'oiseaux, parce qu'ils ne peuvent pas se poser, et du coup vous avez besoin de plus d'intrants, vous avez besoin de plus de pesticides. Rajouter des haies, rajouter un habitat pour des prédateurs naturels, des ravageurs des cultures, eh ben, ça réduit le besoin en pesticides, ça améliore notre qualité, notre ressource en eau, la qualité de notre ressource en eau, notre nappe phréatique, et ça améliore notre santé. Donc, c'est pas des délires d'écolo, c'est des choses qui sont réfléchies depuis longtemps, qui sont mis en œuvre, qu'on commence à mettre en œuvre, mais simplement, encore une fois, c'est une question de volonté politique, c'est une question d'accompagnement, c'est surtout une question de rassurer les gens, parce que les agriculteurs, ils ont toujours entendu un seul modèle. Et forcément, quand il y a quelque chose de naturel chez l'être humain, c'est la résistance au changement. Si on me rassure pas, si j'ai toujours fait d'une certaine manière et qu'on va pas me rassurer sur le fait que on peut faire autrement et que c'est mieux à long terme et que ça va pas faire mal, bah, ma première réaction c'est de dire non. C'est de bloquer. Et ce genre de réaction est entretenu par certains acteurs qui veulent surtout que rien change pour préserver leur modèle économique. Mais c'est une vision à court terme. On produit
cultive la chicorée et l'endive. Oui. Et en fait, à partir de mai 2024, tu as un pesticide qui s'appelle le benfluraline, qu'on appelle aussi le bonalan, donc qui est fait pour lutter contre les kénopodes. En gros, c'est projeté sur la plante au début de la culture pour empêcher le kénopode, qui est une grande plante, de venir faire de l'ombre ou je sais pas trop quoi à l'endive et à la chicorée. En fait, à partir de mai 2024, l'Union européenne a dit on arrête. Sauf que là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui est directeur de l'entreprise Chicorée du Nord, donc eux ils font la torréfaction de la chicorée, et qui me dit mais moi les agriculteurs ils vont arrêter de produire de la chicorée parce que ils pourront plus le faire parce qu'ils auront plus le produit qu'il faut, et donc j'aurai plus de matière première pour faire tourner l'entreprise et produire la chicorée, et donc c'est une espèce de patrimoine qui risque de disparaître à cause d'une mesure d'interdiction comme ça. Et donc qu'est-ce que très concrètement un exemple comme ça, qu'est-ce qu'on dit salarié avec 40% de mon chiffre d'affaires. C'est toujours la même question. Pourquoi est-ce que ça marche avec le bio? C'est pas juste parce qu'on a mis un label que ça fonctionne. C'est parce que c'est des solutions qui sont basées sur la nature et les producteurs bio rencontrent les mêmes problèmes, voire un peu moins de problèmes que ceux qui sont en conventionnel. La question, c'est que les outils qu'ils utilisent pour préserver leur culture, quand il y a des maladies, quand il y a des ravageurs, c'est qu'ils ont des solutions qui sont des solutions basées sur la nature, des produits naturels. Des fois, on utilise voilà, des prédateurs naturels. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on arrive à utiliser ça sur 40% de la production et pas sur toute la production. Donc, peut-être qu'il y a un coût, mais je pense que ce producteur, cette entreprise, elle doit se dire que c'est possible. Et on doit l'encourager à croire que c'est possible. C'est le rôle du politique, d'une volonté politique claire, d'encourager, d'accompagner la poursuite de la transition vers des modèles agricoles plus pérennes. Si l'Union européenne interdit certains produits, c'est qu'ils représentent un risque sanitaire. C'est pas pour emmerder les agriculteurs qu'on fait ça. Donc la question c'est comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs, comment on les rassure pour qu'ils sortent de ces mécanismes de défense et de résistance au changement, qu'on les rassure sur le fait que c'est possible et qu'on va les aider. On va faire tout ce qu'il faut pour vous aider à changer ce modèle-là, pour que ça soit plus vertueux, parce qu'au final aussi, je veux dire que la question de l'emploi, on pourra en parler peut-être un peu tout à l'heure, c'est la question du sens qu'on met dans son emploi. Combien d'agriculteurs sont pas heureux de faire leur métier, mais qui sont contraints, et ils sont conscients des risques, mais ils essayent de pas voir, ils veulent pas entendre les risques associés parce qu'ils font partie de ce système-là et qu'ils n'ont pas de porte-sortie. Nous, on est là pour leur donner une porte-sortie. Tu parlais tout à l'heure d'une loi qui prévoit zéro artificialisation d'ici 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ici 2050, j'ai bien compris que vous voudriez que ça se passe avant, on ne construit plus rien. Et donc, déjà, je voudrais expliquer un peu ce point-là parce que c'est un peu difficile à comprendre. Ça veut dire qu'on ne construit plus de logements. Donc, dans le contexte de crise du logement en ce moment où les gens ne savent plus se loger, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, admettons, c'est là que je parle d'industrie. On est en pleine désindustrialisation à Calais, donc on arrive au bout d'un cycle avec 359 licenciements annoncés ou effectués en seulement un an. Admettons que demain les écologistes ou la gauche en rassemblement arrivent au pouvoir et décident de mettre un grand plan de reconstruction d'un réseau de voies ferrées. On se dit tiens, on va construire à Calais des locomotives. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un terrain, on construit un bâtiment de 100 000 m² sur un terrain et du coup on artificialise. Mais comment on fait en fait cette jonction entre l'artificialisation dont on ne veut pas et puis la nécessaire construction de logements ou d'industrie?
Bon, tout à l'heure, j'ai détaillé comment ça se passe. C'est assez complexe, la mise en œuvre du zéro artificialisation net, mais c'est à l'horizon 2050. Ce que je disais tout à l'heure, pour refaire la synthèse, c'est que en fait, on prend la façon dont le territoire a été artificialisé sur une certaine période, et après, on divise par deux à chaque tranche. C'est-à-dire que comme on a énormément artificialisé sur notre territoire entre la période 2012-2022 ou 2013-2023, on se retrouve encore à avoir une capacité d'artificialisation sur la tranche suivante et encore celle d'après, qui est conséquente. On a un territoire qui est énormément artificialisé, à l'inverse d'autres territoires qui n'ont pas pu le faire ou qui n'ont pas voulu le faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc le territoire ici du Calaisis, en général, n'est pas... Loti en termes ouais, de surface artificielle. n'est pas tellement en danger, voilà, avec ça, si on pouvait parler de danger. L'autre question, c'est la question... Donc il y a deux choses. Il y a comment, du coup, on construit du logement. Il y a beaucoup d'espaces dans nos villes qui sont soit avec des maisons qui sont peu hautes, soit avec des terrains qui sont en friche. Il y a la friche Brompton, il y a des projets éventuellement de construction d'habitat là-bas. Il y a énormément de friches sur nos villes, ici et ailleurs. C'est la question de la densité de l'habitat. On peut redensifier la ville, comme ça on se déplace un peu moins, et aussi on construit un peu plus en hauteur. Aussi, peut-être qu'on peut, à titre individuel, se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir des maisons aussi grandes que celles qu'on a pour ceux qui ont des fois des grandes maisons. Et effectivement, peut-être que on vit très bien avec moins d'espace. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est l'industrie. Même réponse. Il y a de l'espace sur nos territoires. La région a fait l'acquisition de l'espace au port. C'est, je ne sais plus, 10 hectares. Il y a des espaces vraiment importants sur nos territoires, en tout cas pour ce qui est du Calaisis. Après, d'autres territoires, il y a peut-être des réponses moins simples. Mais en tout cas, la question du Calaisis, il y a de l'espace, pas de problème. Il y a du foncier. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Lors d'une délibération précédente, dans un conseil municipal précédent, on parlait de renaturer une friche industrielle. Pourquoi pas? Mais avant de renaturer une friche industrielle, peut-être qu'on pourrait ne pas détruire les espaces naturels qui sont déjà existants pour en faire des parkings, par exemple, qui contribuent encore plus au problème. Parce que plus de parking égale plus de voitures, et à un moment donné, donc... Et la question, c'est la question de la limite. On est sur un territoire fini, sur une planète finie, et à un moment donné, la question est, il y a une phase de croissance, comme un être humain en fait, comme un organisme vivant. Il y a une phase de croissance, on a besoin de croître, voilà, on grandit, et à un moment donné, on a atteint la taille adulte. Et on meurt pas quand on arrête de grandir. On vit notre vie. Le territoire, c'est pareil. On ne peut pas envisager, et même la croissance démographique. J'entends le président Macron, on marche sur la tête à un moment donné, c'est-à-dire de croire que on est encore dans le logiciel où il faut de la croissance démographique pour faire plus de consommation, pour faire de la croissance économique et pour que le système se perpétue. Ben non. C'est-à-dire que on peut pas poursuivre ce modèle-là. Un autre modèle était inventé. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir. Ça veut dire simplement que il y a une autre. On doit inventer une autre manière de se développer. Le développement, c'est pas forcément un développement physique. Plus de population, plus de consommation, plus de PIB. C'est pas ça le développement. Le développement aussi, c'est le développement humain, c'est le développement du bien-être. Et c'est développement de la santé, développement culturel, développement intellectuel. C'est pas plus, mais mieux.
voilà, c'est pas. Reprendre Enfin, la c'est- formule la question, c'est plus de quoi? concentrée. Hein. Quand on parle de décroissance, et on nous dit c'est le retour à la bougie, oh là là, les ayatollahs, les Khmers verts écologistes veulent qu'on retourne dans les caves ou dans les cavernes. Bon, c'est pas ça la question. Enfin, c'est peut-être drôle, mais c'est pas sérieux. C'est la question de se dire, on vit dans un monde fini, donc on ne peut pas euh, continuer à augmenter la population, à augmenter euh, le développement économique et donc la mise en œuvre de ressources naturelles de manière indéfinie. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, un autre modèle est inventé. C'est un modèle, je dirais, adulte. On a eu une croissance, c'était la période d'enfance. Maintenant, on est arrivé à un âge adulte, on doit pouvoir vivre et fonctionner en symbiose. Et d'ailleurs, la nature le fait depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'il y a un recyclage permanent. Regardez dans une forêt, ce qui se passe, les organismes croissent, puis finalement meurent, et puis c'est recyclé. Tout ça, c'est un système qui existe et qui fonctionne. Et nous, on a besoin, au lieu d'aller dans un système linéaire où on pompe des ressources, on transforme, on remplit des poubelles et des fosses et des déchets, on crée des déchets, ce modèle linéaire-là, il doit évoluer vers un modèle circulaire qui est en train de se mettre en œuvre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus de matériaux biosourcés, on remet de plus en plus en question. Bon, il y avait le sujet avec les plastiques dans les océans, on voyait cette thématique émerger, mais c'est pas la seule. La question du béton, il y en a plein des sujets. Mais c'est simplement, on doit passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Et peut-être aussi qu'on doit justement commencer à réfléchir comment devrait fonctionner notre société à population constante. C'est pas délirant, puisqu'à long terme, de toute façon, on va y être contraint.